Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Matthias Fekl, avocat et ancien ministre, avec Lucille Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment réconcilier la France ?» Il est ainsi chapeauté « Les destinées collectives, jadis canalisées par des institutions plus grandes que nous, rassurantes et impliquées, hiérarchiques et souvent paternalistes, le parti, le syndicat, l'Église, se sont quasiment défaites pour laisser place à des ressentis individuels épars et peu contrôlables. À chacun ses raisons de protester en brandissant de nouvelles légitimités. Comment recoller le miroir brisé quand notre pays se présente comme un agglomérat de communautés qui ne sauraient composer une société? Gouverner, dit Pierre Rosanvallon, c'est tenir compte des singularités, c'est aussi casser les murs et les cloisons qui ne séparent pas seulement les classes, mais aussi les différentes identités dont est constituée notre société, défend le journaliste Harry Roselmack dans un texte très personnel et habité. Nous avons mis en ligne mercredi dernier un nouveau bada de la série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné ». C'est une conversation avec la traductrice et actrice Sarah Gürsel, à qui les éditeurs ont confié la traduction de deux des plus remarquables écrivains nord-américains contemporains, à mon avis, Philippe Meyer, malheureusement avec un seul P à la fin, qui avait écrit donc Un arrière-goût de rouille et Le Fils, dont j'avais beaucoup vanter les mérites à ce micro, et Michael Christie, dont j'ai récemment vanté les mérites du roman Lorsque le dernier arbre. Avec quel bagage s'embarque-t-elle pour ces traversées au long cours que sont les traductions? Sarah Gürsel est aussi comédienne. Elle raconte comment ces deux activités se nourrissent l'une l'autre, car la traduction est aussi un métier physique, et elle reprend à son compte le titre d'un poème de Leslie Kaplan, Translating is Sexy. Nous enregistrons ce dimanche en public une thématique sur la politique culturelle avec la ministre Roselyne Bachelot qui fera l'objet d'une prochaine mise en ligne. Nous allons maintenant nous intéresser à la situation intérieure française et notamment aux Verts dans la double perspective de ce que devient leur mouvement et de sa place dans le barnum de la gauche. Yannick Jadot a remporté la primaire d'Europe Écologie Les Verts face à l'économiste Sandrine Rousseau avec 51,03% contre 48,97% des voix. Le moteur de leur campagne des primaires a été la contestation globale du système. Le dogme de la croissance a été questionné. Des thèmes comme l'écoféminisme, le wokisme, l'intersectionnalité ont été portés sur le devant de la scène par Sandrine Rousseau, pour qui le combat écologique est devenu également une lutte contre le système patriarcal et une tentative d'enrôler les minorités discriminées. Il y a un effet de mode indubitable, analyse Pascal Perrineau, pour qui Sandrine Rousseau a inséré l'écologie dans l'idéologie woke. Cela lui a donné un côté branché et iconoclaste qui lui a quand même permis de ringardiser ses adversaires. Son échec à la primaire ne marque pas la fin de cette mode politique. Ses idées continueront à travailler la gauche. En désignant Yannick Jadot, les Verts soutiennent leur candidat le mieux placé dans les sondages d'une présidentielle, alors qu'en 2011, le choix d'Eva Joly plutôt que de Nicolas Hulot ne leur avait valu que 2,3% des suffrages lors du scrutin. Leur meilleur score à une élection présidentielle a été celui de Noël Mamère en 2002, 5,5% des voix. Entre 1997 et 2002, puis de 2012 à 2014, les Verts ont occupé des postes au gouvernement, mais jamais dans les ministères régaliens ou à l'économie. Il y a 5 ans, Yannick Jadot s'était rangé derrière le socialiste Benoît Hamon, qui n'avait obtenu que 6,35% des voix. Cette fois, il jure qu'il tiendra,
quoi qu'il en coûte. Depuis leur succès aux élections européennes de 2019, 13,5%, et leur victoire à Grenoble, Lyon, Bordeaux ou Strasbourg en 2020, les écologistes constatent que le Parti socialiste est à la peine et estiment qu'il serait en mesure de prendre le leadership sur la gauche. Toutefois, au vu de la proximité des électorats Jadot-Hidalgo, l'écologiste prédit, je cite, « Si on a un candidat qui défend une écologie sociale et une candidate qui défend la social-écologie, les gens vont nous jeter des cailloux ». Pour la France insoumise, qui espère récupérer les électeurs déçus de Sandrine Rousseau, plutôt que d'écologie politique, on préfère parler du dernier sondage Harris Interactive, plaçant Jean-Luc Mélenchon à 13% d'intention de vote contre 6% pour Yannick Jadot, au coude à coude avec Anne Hidalgo. Et pour les présidentielles de 2022, la gauche alignera au total 7 candidats contre 4 en 2017. Sur cette question, Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Vous le rappeliez, les résultats de cette primaire, c'est 51,03% pour Yannick Jadot et 48,97% pour Sandrine Rousseau. On se croirait dans un premier tour de la présidentielle, sauf que cette fois-ci, il y a eu à peu près 100 000 personnes qui ont voté, alors qu'il y a 45 millions d'électeurs. On voit la différence qu'il y a, mais combien aujourd'hui, les choses se jouent au millimètre entre une écologie dite pragmatique et de gouvernement et une écologie dont vous avez rappelé qu'elle était plutôt wokiste, ou en tout cas où les thèmes féministes l'ont largement emporté sur la description de ce que pourraient être des politiques environnementales. Ce qui est important par rapport à ces résultats, au millimètre près, et sur lesquels Sandrine Rousseau a déjà capitalisé pour dire qu'elle ne soutiendrait pas Yannick Jadot, sauf s'il reprenait l'intégralité de ces thèmes. Ce qui est important, c'est qu'au fond, on ne sait pas, à l'issue de cette primaire, s'il y a seulement une différence de tempérament entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, ou s'il y a une vraie différence de programme. Comme l'ont régulièrement rappelé les Verts lors de cette primaire, 80 voire 90% des programmes de ces 5 candidats étaient censés être un socle commun, et ça nous ramène à cette difficulté des Verts quelque part à s'émanciper d'une forme de gauchisme, qui est que lorsqu'on désigne un candidat, il a une certaine latitude pour élaborer son programme, même s'il doit respecter évidemment le socle commun de son parti. On se demande si Yannick Jadot, à la faveur de cette victoire sur le fil, aura vraiment une marge de manœuvre par rapport aux Verts, et notamment par rapport à ce qu'il esquisse déjà, qui serait une forme d'alliance avec Anne Hidalgo, dont il veut exercer le leadership. Le deuxième point important, c'est évidemment que, comme vous l'avez rappelé, les Verts aspirent désormais à prendre la place du Parti socialiste, mais en ont-ils les moyens ? Ce n'est pas parce que le Parti socialiste est à la peine dans ses résultats. Je rappelle quand même qu'au régional, il a malgré tout très bien tenu, parce qu'il tient encore dans les territoires des électorats. Il a fait la preuve de sa capacité à gouverner dans les territoires. Je rappelle que jusqu'à présent, les Verts, lorsqu'il s'agit au fond d'emporter des exécutifs, n'ont jamais réussi. Au régional, ils ont échoué à conquérir une région. Ils ont certes plus de conseillers régionaux, mais ils restent des alliés. Et aux élections européennes, il ne s'agit absolument pas d'exercer une responsabilité exécutive. Lorsque Yannick Jadot réussit un score autour de 13,5%, c'est à la faveur d'une élection qui, en France, est régulièrement considérée comme une élection, entre guillemets, de second rang, même si Emmanuel Macron, il faut le rappeler, en a fait une élection importante. Troisième point essentiel, Jean-Luc Mélenchon, vous le rappeliez dans le dernier sondage Harris Interactive pour Challenge, réussit à être autour de 13%, sans doute à la faveur de son débat avec Éric Zemmour. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui se place au-dessus des partis, mais qui aussi a un programme. Il a élaboré, dans le cadre d'un processus dit participatif, 42 propositions, une sorte de programme commun qu'il propose à la gauche, alors que du côté du Parti socialiste et des Verts, ce qu'on voit, c'est une bataille de personnalités, sans qu'on connaisse vraiment le programme d'Anne Hidalgo, si ce n'est sa proposition phare de doubler le salaire des professeurs, mais auquel personne ne croit réellement parce que, quelque part, l'aspect des finances publiques et le fait de savoir, dans ce cas-là, comment on traite les autres fonctionnaires est sur la table. On est dans une situation où, au fond, la bataille des personnalités occulte la question d'un éventuel programme commun à gauche, alors même que le sujet qui est devant nous, lorsqu'Emmanuel Macron est très bien placé aujourd'hui encore pour remporter la présidentielle, c'est la question des législatives. Que peut-il se passer aux législatives ? Yannick Jadot a passé sa campagne à nous faire croire qu'il allait être président de la République, mais je crois que personne n'y croit, y compris ceux qui ont voté pour lui. Comment pourrait-il l'emporter dans une sorte de leadership des élections législatives avec un front commun, mais donc un programme commun de gauche ? C'est une question qui a été posée notamment par le candidat communiste à la présidentielle. Vous disiez qu'il y avait combien ? 7 candidats à la présidentielle. J'oublie le nombre exact, mais en tout cas beaucoup de candidats à gauche. Et en tout cas Fabrice Roussel, lors de la fête de l'humanité...
C'est ça, 7. Lors de la fête de l'humanité à laquelle se sont pressés tous les candidats de gauche, mais aussi Valérie Pécresse, a rappelé que la question des législatives était centrale et a appelé la gauche à s'unir autour d'un programme commun. Aujourd'hui, je crois que c'est l'essentiel, plus que la bataille des personnalités, parce que je crains que l'égotisme, si fréquent en politique, empêche qu'Anne Hidalgo se rallie à Yannick Jadot comme il l'espère. Benoît Hamon n'était pas un candidat, aussi installé dans le système que Anne Hidalgo. Et si Anne Hidalgo se ralliait à Yannick Jadot, qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à son avenir à la mairie de Paris? Je crois que c'est un point qui mérite d'être souligné. Pour avoir écrit Le communisme est-il soluble dans l'alcool, je ne suis pas susceptible d'être suspecté d'avoir été, d'être ou de vouloir devenir communiste, mais je trouve que le sort fait à Fabien Roussel est quand même très injuste. Voilà quelqu'un qui a des idées claires sur beaucoup de sujets et qui n'est guère invité. C'est pour ça que ça marche pas. Il y a des idées claires. Guère opposée. Pardon, Mathias Fekl. C'est vrai, il dit des choses posées, tout à fait sensées, mais vu qu'il n'est pas dans la surenchère ni dans la formule, ça franchit pas toujours le mur du son et c'est regrettable, mais c'est aussi à l'image du débat public aujourd'hui en réalité. Un excellent collègue parlementaire. Je pense, non mais c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et il y a besoin de personnalités de ce genre dans la vie publique. Mais revenons au sujet. Si on m'avait dit un jour... sur l'écologie, il me semble que les idées écologistes sont en passe de devenir majoritaires et d'être de plus en plus largement partagées dans la société. Tout le monde est aujourd'hui conscient de l'urgence climatique, de l'absolue urgence climatique, du besoin de lutter pour la biodiversité, de transformer nos économies, nos modes de vie. Tout cela se répand et d'ailleurs les différents partis politiques se revendiquent d'une manière ou d'une autre, presque tous, de ces idées-là. Et dans le même temps, le mouvement écologiste est parfois tenté à se replier sur lui-même. Et il me semble que ce qui s'est joué en partie dans la primaire, ce qui se joue aussi dans la présidentielle qui vient, c'est l'écologie politique et l'écologie concrète en France à l'avenir passeront-elles par un parti, par un mouvement écologiste ou se réaliseront-elles ailleurs ou sans eux ou d'une autre manière? Parce que le repli sur une forme de dogmatisme, parfois de sectarisme, même d'une manière de parler totalement incompréhensible par 99% des gens, ça pose problème lorsqu'on veut s'adresser le plus possible à un spectre électoral, à un spectre sociologique extrêmement large. Mais la politique, c'est quand même ça aussi, c'est de convaincre les gens et de les faire adhérer le plus largement possible. Et donc, c'est ce qu'ont réussi les Verts allemands, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais cette mue a eu lieu. Et c'est aujourd'hui un parti de gouvernement parce qu'il assume les réalités, parce qu'il ne se cache pas en permanence derrière son petit doigt pour s'excuser de ceci ou ne pas vouloir faire cela. Et donc là-dessus, je pense que la présidentielle sera très intéressante. Et finalement, la candidature de Yannick Jadot incarne aussi cette possible mue. Lui-même vient de l'activisme et du monde des ONG, qui ont fait avancer beaucoup de choses dans le combat politique, mais qui ne sont pas non plus forcément à même d'exercer le pouvoir en tant que tel. C'est différent. Et je ne juge pas l'un par rapport à l'autre, mais être activiste dans une ONG, porter des combats sur la place publique, faire bouger les mentalités, ce n'est pas la même chose que d'assumer le pouvoir d'État et d'exercer ces responsabilités-là. Donc on va voir dans les mois qui viennent s'il y a une capacité, comme ça a été le cas lorsqu'il s'est adressé au monde économique. Lors de la rentrée du MEDEF, par exemple, il y a une volonté de convaincre l'entreprise, de dire de toute façon l'écologie ne peut pas se réaliser sans les entreprises. Voilà. Moi, il me semble que c'est cela qui se joue dans cette élection, qui se joue aussi un peu dans les municipalités. Car il y a un endroit où des exécutifs très importants ont été remportés par des candidats écologistes, ce sont les villes l'an dernier. Et bon, qu'est-ce que ça va donner? Pour l'instant, les choses sont un peu biaisées parce que des maires de villes très importantes en France ont mis sur le devant de la scène des débats complètement farfelus, le Tour de France, les sapins de Noël, les vols d'avion pour les enfants, etc. On verra à la fin du mandat. Il faut quand même leur laisser un peu de temps au-delà de ces polémiques-là, qu'ils ont eux-mêmes suscitées d'ailleurs. Réussiront-ils à faire des villes qu'ils gouvernent des laboratoires de transformation concrète avec une participation plus large? C'est quand même au niveau municipal que ces choses-là sont possibles. Au début des années 80, les municipalités ont joué un rôle très important pour la gauche dans sa transformation en force de gouvernement. Parce qu'on voit bien à la fois tout ce que permet l'exercice du pouvoir et puis
ses limites. En sera-t-il de même pour les écologistes? Nous verrons. En tout cas, je pense que municipalités présidentielles seront des étapes très importantes pour dire l'écologie en France passera-t-elle par des mouvements écologiques ou passera-t-elle ailleurs? Michaela Wiegel. Oui, d'abord, je voulais rappeler cette forte participation. Moi, j'avoue que j'étais assez étonnée que ces primaires ont suscité beaucoup plus l'intérêt que les primaires il y a 5 ans chez les Verts. Et je crois probablement cette polarisation qui s'est incarnée donc dans les combats à la fin entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, on a refait un peu la bataille des Realo et des Fundi qu'on a connus en Allemagne. Je pense que ça a probablement attiré l'intérêt. En tous les cas, je trouve que ce n'est pas un mauvais signe que malgré tout, je crois que pour les républicains qui ont finalement décidé de ne pas faire des primaires, on table sur juste pour avoir une proportion, sur maximum 40 000 adhérents qui peuvent s'exprimer sur leur candidat à la présidentielle. Donc, on voit que pour un petit parti, c'est pas si mal. Alors, sur le sens de ce résultat vraiment sur un fil, effectivement, je pense que c'est la suite d'un succès pendant les municipales, mais qui n'a pas été suivi justement par une suite lors des régionales. Alors, Mathias a déjà dit qu'on a mis en avant le sapin de Noël, le Tour de France machiste. Alors, je suis pas sûre que c'était vraiment les maires qui l'ont mis en avant. Je crois que c'était plutôt ceux qui ont perdu et qui voulaient en quelque sorte jouer l'épouvantail vert, parce que j'ai eu l'impression à travers leurs explications un peu, comment dire, mais j'ai probablement une lecture trop bienveillante. J'ai quand même l'impression que au jour le jour, ça se passe pas si mal quand on va à Bordeaux, par exemple. J'ai été récemment, j'avais l'impression que finalement, il y a une permanence dans la ville avec des petits changements, mais il n'y a pas une rupture brutale et beaucoup a été fait, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Le tournant vert, il vient pas avec un maire Europe Écologie. Le tournant vert avec une politique de mettre des tramways, d'avoir moins de voitures au centre-ville, était pris déjà par les prédécesseurs, souvent LR ou socialistes comme à Strasbourg. Et donc ça, je trouve, c'est assez remarquable, et j'ai effectivement l'impression que ces maires peuvent apporter quelque chose comme une expérience, non pas de gouvernement, mais de terrain, qui manquait si crucialement aux Verts jusque dans le passé. Et ça, ce serait véritablement une étape qui était déjà prise en Allemagne depuis très longtemps, c'est-à-dire de rendre responsable des affaires du gouvernement un parti qui se complaît de déconstruire des hommes encore à l'heure actuelle. Peut-être ici et là, faut-il questionner votre bienveillance, Michaela, parce qu'à Lyon, les maires de la communauté, de la métropole, ont exprimé une vive révolte contre le maire de Lyon et contre ses méthodes de gouvernement qu'ils ont jugées très autoritaire. C'est le maire de Bordeaux aussi qui avait lui-même pris fait et cause contre le sapin de Noël. Oui, il avait renoncé. Pas grave, hein, mais je crois que c'est pas simplement attribuons ça plutôt au néophytisme qu'au fait qu'il soit battu. C'est ça que je veux dire. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est effectivement très intéressant ce qui s'est passé autour des Verts. Moi, je me rappelle qu'au moment des élections régionales et départementales, la plupart des observateurs avaient estimé qu'il y avait 3 leçons, ou 2 leçons et demie à tirer des élections. D'une part,
un effritement extrêmement sensible de Marine Le Pen, ce qui est très important, qui reste un des éléments fondateurs du jeu politique jusqu'à la présidentielle, et d'autre part, une très bonne résistance des partis traditionnels, LR et le Parti socialiste, incarné notamment par le très beau succès de Madame Delga, qui est la mieux élue, etc. Et moi, j'avais trouvé qu'il manquait quand même un élément qui n'était pas très sensible, parce qu'il n'avait pas conquis de régions, qui était la progression extrêmement forte des Verts. Un peu partout, ils avaient vraiment augmenté, amélioré leur score partout. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comme de même que le syndrome de l'homme aux mains moites, qui était décrit par Grodek, qui fait que l'homme qui veut séduire, l'homme qui a des mains moites est un homme qui veut séduire, il veut séduire pour lui-même, malgré ses mains moites, en dépit, c'est la séduction par le vinaigre, c'est le syndrome d'Alceste, qui dit « je suis très désagréable parce que je veux qu'on m'aime pour moi, bien que je sois désagréable ». Et alors les Verts avaient sorti quand même tout ce qu'il fallait sortir, des trucs énormes, notamment l'élu de Strasbourg qui avait proposé de faire cohabiter les êtres humains avec les punaises de lit, en disant que ces pauvres petites bêtes n'avaient pas d'alternative. Il faut quand même arriver devant le corps électoral en défendant la cause des punaises de lit. Bon, donc ils avaient quand même le Tour de France, quand même vache sacrée. Alors le rêve aéronautique, enfin. Il manquait rien dans l'anticommunication. Et malgré ça, et c'est ça qui est intéressant, ils avaient fait une progression très importante. Et je crois qu'il y a les commentateurs, je sais, j'avais fait une interview avec Madame Bastier au Figaro, et elle m'avait dit, vous êtes le seul à dire ça. Je n'étais pas tout à fait le seul, mais en tout cas, ça me paraissait quand même très important, tout en disant, évidemment, on peut toujours faire confiance aux Verts pour se prendre les pieds dans le tapis avant la présidentielle. Bon, ils ne vont pas conquérir la présidentielle, mais ils sont quand même en position forte. Pourquoi ? Parce que il y a l'enjeu qui est le leur quand ils s'y tiennent, ce qui n'est pas toujours le cas. Madame Rousseau a navigué vers d'autres enjeux. Mais l'enjeu est un enjeu central, absolument fondamental, et l'été a confirmé tout cela avec ce rapport extraordinairement préoccupant du GIEC. Deuxièmement, une clientèle. Tous les gens qui ont moins de 40 ans ou de 45 ans sont très très sensibles à des thèmes pour une raison très simple, c'est qu'ils vont se retrouver dans cette planète devenue de moins en moins habitable. Et enfin, c'est un vrai clivage. À l'intérieur, on a besoin de clivage pour structurer une vie politique entre les uns et les autres. Donc il y avait quelque chose de très porteur. Alors maintenant, il fallait franchir. Et ça, c'était pas évident. Le trou de l'aiguille, le chameau devait passer à travers la porte de l'aiguille des primaires. Et alors là, c'est très intéressant ce qui s'est passé parce qu'on a vu que globalement, la façon dont ces 100 000 écologistes abordaient le problème était assez classiquement écologiste et assez peu réaliste, et donc mathématiquement, Jadot était battu à l'issue du premier tour. La plupart des commentateurs, moi j'étais un peu hésitant parce que je trouvais que ce corps électoral était incertain, qu'on voyait bien que les gens se désistaient mal ou peu contre Jadot, enfin que c'était pas très clair tout ça. Donc il y avait une marge d'incertitude, mais globalement, trois électeurs du premier tour étaient sur une ligne différente, sur 4, étaient sur une ligne différente de celle de M. Jadot. Or, il a réussi cet exploit d'avoir fait sauter la malédiction du pharaon écologique, c'est-à-dire il a réussi à franchir cette étape. Pourquoi ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont joué. D'abord, les élus. Et là, on voit quand même que le fait d'avoir des élus qui exercent des responsabilités, les responsabilités, c'est intéressant, on a le goût de les exercer, et donc il y a des gens qui se sont dit, bon c'est bien, on est radicaux, etc., mais ce qu'il faut, c'est quand même conserver le pouvoir, préparer nos prochaines élections, être présent aux législatives, donc il s'agit de ne pas faire les crétins. Et donc, je pense que cette force, notamment, c'est certainement très clair chez les gens qui étaient avec Piolle. Piolle, c'est un grand élu de Grenoble, etc. Je pense que ça a joué. Et puis, deuxièmement, je pense que l'importance de l'enjeu écologique a relativisé
les autres enjeux qui étaient portés par Sandrine Rousseau, tous les thèmes sur la racisation, l'ultraféminisme, enfin, tous ces thèmes gauchistes classiques, sont des thèmes qui n'ont rien à voir avec l'écologie, l'intersectionnalité, tout ça, ça se défend ou ça se défend pas, ça c'est l'affaire de chacun, mais en tout cas, c'était hors du sujet. Or, le GIEC a installé ça en priorité. Et donc, il s'est passé quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce que Jadot va faire de sa victoire? Moi, je crois que c'est très important. D'abord parce que je crois que ça pose un vrai problème aux socialistes. Je pense que maintenant, le leadership idéologique et politique est d'essence vert, pas forcément le parti écologique, ça peut être des recompositions. D'ailleurs, Monsieur Faure avait envisagé ça, puis il s'est replié sur des bases préparées à l'avance, c'est-à-dire celle de Madame Hidalgo. Maintenant, peut-être qu'il pourrait reconsidérer un peu à l'avenir ces champs. Enfin, il y a certainement l'avenir de la gauche passe par un rôle majeur donné aux écologistes. Il y a d'un côté les thèmes extrémistes, wokistes, cancel culture, qui sont plus ou moins portés par les mélenchonistes, pas très à l'aise d'ailleurs Mélenchon sur ça, et puis d'autre part le thème écologique. Mais le problème de Jadot, c'est que il y a une chose qui est claire, c'est qu'en termes de radicalité, la seule chose dont on n'ait pas besoin en matière de gouvernementale, en matière écologique, c'est de radicalité. Pourquoi ? Parce que les changements à opérer sont déjà, même si on fait les changements minimaux, sont déjà terriblement radicaux. Ils impliquent des modifications de comportement, des modifications de la redistribution, des changements d'attitude. En revanche, ils sont assez compatibles avec le capitalisme, pas moins compatibles ou pas plus compatibles avec le capitalisme qu'avec le socialisme réel de la bonne époque. Donc tout ça n'est pas le problème, et que le grand problème, c'est de ne pas bousiller le système économique, le système social, le système politique, en réussissant cette transition. Donc Jadot, s'il veut gagner, doit effectivement incarner une transition réaliste entre les deux systèmes, et c'est porté également par l'exigence législative qui sera la sienne, et qui sera un problème délicat, parce qu'il aura un parti qui sera lui très radical en termes de candidature aux législatives, et qu'il a besoin de préfigurer ce qui sera demain ou après-demain une majorité législative de gouvernement. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais rappeler que les Verts ont toujours fait donc des scores très faibles à la présidentielle. Celui qui a fait le meilleur score, vous le rappeliez Philippe, c'est Noël Mamère. Il a d'ailleurs pas fait 5,5, il a fait 5,2. Et ça a été en 2002, au moment où Lionel Jospin a été éliminé au premier tour de la présidentielle. Ça reste un traumatisme très important entre les écologistes et les socialistes. Donc il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, Yannick Jadot est crédité de 6 à 7% des voix selon les sondages. On pourrait imaginer une dynamique s'il faisait alliance avec Anne Hidalgo. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il pourrait effectivement être au deuxième tour. Mais le sujet qui est posé, c'est pour l'instant l'émiettement, effectivement, les 7 candidatures dont on vient de parler. Sachant qu'on ne voit pas comment les ralliements pourraient s'opérer. Et donc, ça suppose, du côté des électorats, une vraie évolution, un côté vaste communicant entre les électorats socialistes et les électorats écologistes. Ça pose un sujet très important, qui est la question sociale, parce que, certes, les écologistes, Jean-Louis, sont au taquet avec les rapports du GIEC, mais le sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on fait en termes d'adaptation sociale. Et là-dessus, on peut dire que la faiblesse du Parti vert est extrême. Et je ne crois pas qu'on puisse remplacer, malgré le vide laissé par le Parti socialiste, qu'on puisse remplacer du jour au lendemain, au fond, ce qu'était le socialisme, c'est-à-dire un grand parti de gouvernement. Par rapport à ce que disait Mathias, on peut dire qu'effectivement, l'écologie doit se diffuser, mais moi, je trouve que la question est aussi posée aux socialistes, c'est-à-dire que quelque part, le socialisme devrait se diffuser, et on a du mal à imaginer que le Parti socialiste puisse vraiment se recomposer, se restructurer et reprendre la place qu'il reprend peut-être en Allemagne. Mais en tout cas, la question posée aux partis politiques, elle est posée à l'ensemble des partis politiques. Il n'y a plus que des personnalités plus ou moins crédibles, plus ou moins intègres, plutôt, et il n'y a plus de structure qui puisse vraiment porter en fait une idéologie. Dernier point, je crois qu'Yannick Jadot, s'il a une force, c'est peut-être parce qu'il en a dit très peu pendant la primaire écologiste, c'est-à-dire que contrairement aux quatre autres, puisqu'il y avait aussi l'écologie du centre incarnée par Governatori, on ne sait pas très bien ce que voulait dire Yannick Jadot, à part le fait que lui, il était capable quelque part de gouverner.
mairie. Du coup, ça lui laisse les mains libres en termes de programme, et c'est peut-être pas plus mal, mais ça signifie aussi qu'il peut être ressaisi par la radicalité des Verts, et on sait qu'autour de lui, dans son équipe de campagne, la question d'aller ou pas à la primaire des écologistes a été posée par son entourage en disant, au fond, tu devrais t'en abstraire, t'en émanciper, parce que tu es déjà le plus connu. Il a choisi d'aller dans cette primaire, de respecter les procédures. Je pense que c'est bien puisqu'il est sorti vainqueur, il a pris un risque. Et l'enjeu maintenant, c'est comment est-ce qu'il s'émancipe au fond d'un parti qui voudra lui dicter sans doute un programme trop extrême pour pouvoir séduire une majorité électorale. C'est un point important. La deuxième chose, c'est aussi l'antimacronisme. On sait qu'aujourd'hui, ce qui structure quelque part la discussion sur la présidentielle, c'est l'antimacronisme. C'est-à-dire que Yannick Jadot, par exemple, a été qualifié de Macron compatible à plusieurs reprises pendant cette campagne. Il n'a eu de cesse de répéter qu'il détestait Emmanuel Macron et qu'il n'était pas question qu'on imagine qu'il pouvait être Macron compatible. Or, on sait qu'Emmanuel Macron est très bien placé dans cette course à la présidentielle. Pour l'instant, c'est plutôt lui le mieux placé. On imagine sans doute, donc comme je le disais, qu'Emmanuel Macron regagne et ensuite on pourrait imaginer une cohabitation. Et dans ce cas précis, c'est très difficile. Il y a un deuxième trou de souris sur la question de comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on est un opposant à Emmanuel Macron, qu'on est strictement opposé à un certain nombre de choses, même si, je rappelle, Yannick Jadot a quand même été à la manifestation des policiers où était aussi Gérald Darmanin et que ça lui était fortement reproché et que je pense d'ailleurs qu'il a eu tort d'y aller parce que c'était presque un mouvement factieux, cette manifestation de policiers. Et à partir de là, comment est-ce qu'il peut quelque part incarner, moi je pense que c'est là la solution, presque un Premier ministre qui serait d'opposition, mais une cohabitation crédible. C'est un enjeu, me semble-t-il, de la campagne, parce que moi j'imagine difficilement que Yannick Jadot puisse gagner la présidentielle. Mais est-ce que Mme Rousseau ne va pas se charger de le délester de l'obligation de radicalité, puisqu'elle a déjà annoncé qu'elle ne le soutiendrait que s'il acceptait ces conditions, dont elle n'a pas encore fait la liste détaillée. Mais enfin, on peut imaginer que, du coup, c'est plutôt vers Jean-Luc Mélenchon que les choses vont aller. Non, mais juste un Jean-Louis mot, Bourlanges. Il ne s'agit pas de savoir si on va gagner la présidentielle ou pas. Si on compare avec le Parti socialiste à la grande époque de Général de Gaulle, les écologistes sont en 1965. Ils ne sont pas en 1981. Ce que prépare Jadot, c'est quelque chose qui va... Il installe une sorte de leadership de thème. Il peut installer de leadership d'un thème écologique. Il va reconstituer si ça marche. Si ça marche pas, peut-être que Macron le récupérera. Mais si ça marche pas trop mal, et ben, à mon avis, ça marchera pas trop mal, il va peu à peu tisser une coalition politique, etc., et s'afficher pour les échéances ultérieures. C'est un processus de longue durée. Oui, tout. Mais Jean-Louis, le processus de longue durée n'est pas compatible avec les contraintes scientifiques et climatiques. Et donc, il y a cette question de l'urgence écologique. Ça, il n'y peut rien, lui. Hein. Il n'y peut rien. Peut-être que l'électorat se bougera à cause de cette contrainte scientifique, cette contrainte d'urgence climatique. Il y a une chose que je trouve pittoresque, il y a toujours du pittoresque dans toutes les élections, c'est la situation de Jean-Luc Mélenchon, qui, dans son débat avec Éric Zemmour, a commencé à se monter au niveau de père de la nation, et de Christine de Pisan, dont il faisait des citations d'ailleurs un peu étranges, mais bon. Et alors, on ne peut pas être à la fois ce père de la nation et en même temps le porte-parole de Sandrine Rousseau. Donc il va, comme disait je ne sais plus qui, à faire le grand écart. On se claque la cuisse. Je vous propose que nous nous intéressions aux élections législatives du 26 septembre en Allemagne, où le Parti social-démocrate, le SPD, a remporté 25,7% des voix contre 24,1% à l'Union du centre-droit et de la droite que représentent la CDU et la CSU. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, ni le SPD ni la CDU il faut que je me décide à dire ou bien CDU ou bien CDU, mais je sens bien que les... Comme Mascalo avec OTAN et OTAN. Absolument. Donc, je disais que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, ni le SPD ni la CDU n'ont réussi à réunir plus de 30% des suffrages. Aucun des deux partis ne peut gouverner seul. Donc, les Verts, qui ont recueilli 14,8%, score bien plus élevé qu'en 2017, où ils avaient récolté 8,9% des voix. Les Verts et les libéraux, 11,5% des voix, pourraient devenir les faiseurs de roi en décidant de s'allier avec le SPD ou avec la CDU-CSU. Les partis radicaux comme l'AfD, l'extrême droite, avec 10,3% des voix, soit 2,3 points de moins qu'en 2017, et Die Linke, la gauche radicale, 4,9%, ont été mis hors jeu.
Les électeurs ont renforcé 3 partis, le SPD, les Verts et le FDP. Ces 3 partis doivent gouverner l'Allemagne, a déclaré le chef des sociaux-démocrates, Olaf Scholz. Le dirigeant de la CSU, Markus Söder, a reconnu qu'Olaf Scholz a désormais plus de chances de devenir chancelier. Il s'est ainsi démarqué de son homologue chrétien-démocrate, Armin Laschet, qui souhaite toujours tenter de succéder à Angela Merkel. Après les législatives de 1969, 1976 et 1980, c'est le candidat du SPD qui avait été élu chancelier malgré sa défaite face à la coalition CDU-CSU. Plusieurs scénarios de coalition sont aujourd'hui sur la table. D'abord une alliance dite jamaïcaine, vert, jaune et noir, entre les Verts, les libéraux du FDP, les jaunes, et les conservateurs de la CDU, les noirs. Une coalition feu tricolore, rouge, jaune, vert, SPD, FDP et Vert, à laquelle pourraient faire obstacle les différences idéologiques entre ces 3 formations sur les questions de l'imposition, de la dette et du déficit. La 3e option reste celle choisie lors des élections législatives en 2017, une grande coalition des 2 principaux partis, le SPD et la CDU-CSU. La Constitution allemande ne fixe aucun délai pour former un gouvernement. En 2017, il avait fallu 6 mois à Angela Merkel pour finaliser sa grande coalition. Le nouveau Parlement doit se réunir au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'élection fédérale, ce qui marque la fin du mandat du chancelier en place. Le Conseil des sages du Bundestag a ainsi fixé sa prochaine assemblée au 26 octobre. Si aucune coalition n'est formée à cette date, Angela Merkel deviendra chancelière par intérim. De longues négociations, gage de représentativité et de solidité. Comme le rappelle Mathieu Gallard, directeur de recherche à l'Ipsos, les coalitions allemandes représentent environ 50% des électeurs, là où en France, 32% des voix au premier tour des législatives ont permis à l'AREM et à ses alliés de gouverner seuls. Et, ajoute Mathieu Gallard, si les coalitions allemandes sont difficiles à monter, elles le sont encore plus à défaire. Elles durent 4 ans, là où un Premier ministre français tient en moyenne 2 ans et 10 mois. Sur cette question, Matthias Feckel. Quelques éléments en complément de cette excellente analyse. La première leçon, c'est que dans les élections allemandes comme ailleurs, rien ne se passe comme prévu. Pour emprunter citation à un titre de Laurent Binet qui qui retraçait la campagne présidentielle de 2012. Parce que il y a quelques mois encore, l'élection se présentait avec probablement une quasi-certitude de succession conservatrice, c'est-à-dire l'élection d'Armin Laschet, candidat qui a eu beaucoup de mal à mener cette campagne. C'était le déclin qui semblait irrémédiable des sociaux-démocrates, et c'était l'installation en challenger à peu près unique des écologistes. Et on pensait, au moment de la désignation de la candidate écologiste Annalena Baerbock, vous vous souvenez qu'il y avait eu une discussion entre Habeck et elle pour savoir qui mènerait la bataille, mais on pensait qu'il était même possible, pas probable, mais possible, qu'une écologiste devienne chancelière. Bon, le résultat montre d'abord une perte de vitesse très importante du camp conservateur après les 16 années de pouvoir de la chancelière, une remontée des sociodémocrates. Le candidat a fait campagne beaucoup sur les thèmes de justice sociale, de société du respect dans une Allemagne qui est devenue plus compétitive avec les réformes Schröder, mais qui est devenue aussi plus injuste et plus inégalitaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, malgré cette remontée des sociodémocrates, l'affaiblissement de ce qu'on appelle en Allemagne les Volksparteien, c'est-à-dire les grands partis populaires qui, jusqu'à une période récente, fédéraient jusqu'aux 2/3 de l'électorat. Vous aviez entre le SPD et l'alliance CDU-CSU, CSU, c'est l'allié bavaroise chrétienne sociale des conservateurs, vous aviez vraiment largement plus de la moitié, près des 2/3 de l'électorat qui se retrouvait dans ces 2 partis-là. Et puis vous aviez ensuite des partis plus d'appoint pour des coalitions, les libéraux ou les Verts. Donc ça, c'est terminé. Est-ce que c'est terminé à jamais? On n'en sait rien, mais il y a de manière plus modérée qu'en France, mais tout de même une forme de morcellement du paysage politique, un quadripartisme maintenant qui est installé, et vous avez rappelé les différentes formes de coalition qui pouvaient en découler. Et puis il y a maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous surprend toujours ici, nous en France, de dire maintenant il peut y avoir 1 mois, 2 mois, 6 mois
de discussion avant de former le gouvernement. Et donc je lis les titres, l'Allemagne rentre dans une phase d'incertitude, tout est éclaté, et puis c'est pas démocratique parce que c'est les petits partis qui vont décider. Moi je crois tout le contraire. Il va y avoir des discussions très solides sur le fond, au terme d'une campagne de qualité qui a vu peu d'invectives, peu d'insultes. Les grands débats étaient pour un Français presque ennuyeux, tellement ils portaient sur le fond et pas sur la forme. Il n'y a pas de cirque, il n'y a pas de cinéma. Et maintenant, il va y avoir un débat sur les grands enjeux, les grands défis auxquels est confronté le pays. Et de cela va ressortir une coalition gouvernementale, laquelle nous verrons, mais une coalition qui aura défini exactement quels sont les intérêts du pays et qui ensuite sera solide. Le dernier contrat de coalition, qui date d'il y a 4 ans, il fait plus de 70 pages, et dedans, vous avez des dizaines de mesures, vous avez un calendrier, et vous avez quelque chose qui est... Enfin, vous avez vu ce qu'est un accord de coalition de gouvernement en France, quel que soit le pouvoir en place. C'est un truc fait sur un coin de nappe à la fin d'un dîner. Vous répartissez quelques ministères contre une idée qu'un tel veut vraiment porter. Et puis après, de toute façon, on fait comme on peut. Là, c'est vraiment le contraire et ça donne quelque chose d'extrêmement solide. Ça donne aussi une appropriation des débats politiques par le plus grand nombre. Parce que à la fin, alors qu'en France, là encore, quel que soit le président en place, le président gouverne en réalité avec un socle de 20-25% qui est son résultat de premier tour. C'est ça le vrai socle politique d'un président de la République en France, quel qu'il soit. Là, vous aurez une large part de l'électorat qui pourra se retrouver dans ce qui est mené. Je pense que ça donne une grande force. Je veux conclure sur un point qui est l'impact de tout cela sur la France et sur la construction européenne. Il me semble qu'en réalité, même s'il y a des nuances, même si c'est assez indifférent pour nous de savoir qui sera au pouvoir. Parce que vous avez chez les sociodémocrates des gens qui sont tout à fait sur le frein pour plus d'intégration en matière de dette, en matière économique. Et même Olaf Scholz était souvent assez timide, parfois plus timide que la chancelière sur tous ces sujets-là. Vous avez chez les libéraux des réticences aussi, mais à la fin, ce qui comptera, c'est d'abord l'intérêt du pays et puis la qualité du débat au sein du Parlement. Il y a une chose qui risque à court terme d'être compliquée, c'est la préparation et peut-être le déroulement de la présidence française de l'Union européenne. Si les discussions de coalition traînent en longueur, il y aura quand même un sujet sur qui est l'interlocuteur avec lequel on peut tester, valider nos hypothèses pour avancer à un moment où l'Europe a besoin de s'approfondir pour aller de l'avant. Lucille Schmid. Oui, par rapport à ce que vient de dire Mathias, moi je voulais rebondir sur 2 choses. Effectivement, la qualité en fait de cette préparation d'une véritable coalition. C'est-à-dire que moi j'ai vécu les négociations entre les Verts et les socialistes et c'était un peu plus que le coin de table, Mathias, mais c'était quand même effectivement une soirée, une nuit passée au Sénat où on avait donc cette discussion avec chacun sa version de l'accord et où on a mis entre parenthèses tout ce qui étaient les sujets qui fâchent. C'est-à-dire qu'il fallait conclure à la fin de la nuit et donc tous les sujets qui fâchent ont été laissés de côté, que ce soit le nucléaire ou Notre-Dame-des-Landes. Donc j'imagine mal que ça se passe comme ça en Allemagne, parce que là, il y a des centaines de personnes qui sont au fond impliquées dans cette négociation, ce processus de coalition. Et il y a aussi ce régime parlementaire qui fait qu'il faut que ce soit approuvé ensuite par une coalition au Bundestag et ensuite par les partis. Donc il y a une sorte de procéduralisation en fait de cette coalition que je trouve assez fascinante. Je voulais aussi rappeler une discussion que j'ai eue quand j'étais au bureau exécutif des Verts, je vous raconte mes guerres, où Cécile Duflot avait décidé sur un coup de tête de sortir du gouvernement en 2014 et où donc il y a eu un bureau exécutif qui était composé de 15 personnes qui étaient quand même largement des apparatchiks, où j'étais la seule à dire, pourtant j'étais censée être à gauche des Verts, où j'étais la seule à dire qu'on ne sortait pas comme ça d'un gouvernement. Et une fois que la décision a été prise grâce à une interruption de séance où Cécile Duflot envoyait des SMS à ses soutiens, les députés qui étaient à l'Assemblée nationale, les députés écologistes, ont eu le droit de venir une fois que la décision était prise. Donc c'est assez intéressant parce que la comparaison entre la façon dont on construit des coalitions en France entre les Verts et les socialistes et dont ça se construit en Allemagne plaide effectivement pour un régime parlementaire, ce qui est une de mes convictions. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur l'histoire des faiseurs de roi, ce qui est très intéressant, c'est au fond ce qu'a dit le leader du FDP, donc des libéraux, en disant aux Verts, voyons-nous avant, parce qu'au fond, nous sommes ceux qui avons les principales divergences, puisque le FDP est libéral et souhaite au fond une réduction des impôts, tandis que les Verts veulent au contraire qu'on assure l'adaptation au changement climatique, donc veulent une augmentation des dépenses publiques. Et cette question de, puisque nous sommes très éloignés, voyons-nous, c'est à l'inverse au fond de ce qui se passe dans le champ français, où quand on est très éloigné, au contraire, on théâtralise sa conflictualité et le climat
clivage. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un point passionnant, qui est la façon dont on peut imaginer comment on construit une capacité à réellement mettre en œuvre et à exécuter la pensée magique qu'on arbore à la télévision. C'est-à-dire qu'on est hors du règne de la pensée magique. Je trouve aussi assez fascinant le fait que dans ces négociations de coalition, on doive à chaque fois appuyer dans les demandes qui sont présentées, faire l'opérationnalité financière. C'est-à-dire qu'au fond, l'obsession budgétaire permet sans doute de construire quelque chose de concret, mais cette obsession budgétaire, c'est aussi, me semble-t-il, la principale limite, parce que du coup, comment est-ce qu'on fait pour établir une perspective lorsqu'on doit faire des investissements massifs et lorsque les Verts joueront un rôle très central au gouvernement? Michaëla Wiegel. Oui, merci beaucoup, Lucille. C'est ce que je voulais aussi dire, que ce qui est vraiment exceptionnel aujourd'hui, c'est que les libéraux et les Verts ont pris en quelque sorte l'initiative de commencer les négociations. Et ça, c'est très inhabituel. On peut le comparer à ce qui s'est passé il y a 4 ans, où c'était Angela Merkel qui avait invité les Verts et la FDP, et ça n'a pas marché. Là, en revanche, on a eu des coups de tête. Tout n'est pas toujours aussi idyllique dans la démocratie parlementaire allemande. Je voudrais dire que c'est surtout aujourd'hui un saut de génération, c'est-à-dire on est entré dans l'âge digital après une chancelière qui n'avait même pas de compte Twitter. La première photo de ces négociations pour la nouvelle coalition est passée sur Instagram. Et c'est une photo des 4 acteurs principaux de Verts, de FDP. Et on avait l'impression que c'était une photo de groupe de musique. Et une femme au milieu, 3 hommes autour, et tous à peu près à l'âge de 40 ans, Robert Habeck étant un peu plus âgé, mais il fait jeune. Donc, ça a vraiment imprégné le public allemand que c'était en quelque sorte l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, apparemment, commence déjà à porter des fruits. Les Verts, on dit, ils ne mettaient pas comme condition la limitation de vitesse sur les autoroutes à 130 pour des négociations. C'est incroyable quand on voit l'univers mental des Verts, où c'était effectivement une des revendications majeures de dire on doit enfin sortir de cette exception allemande où la voiture est roi et où on peut rouler aussi rapidement qu'on le souhaite. Et la FDP, les libéraux, pour les libertés partout, même sur l'autoroute, veulent bien sûr préserver ces libertés. C'est un petit signal, mais je crois que c'est assez caractéristique du nouvel état d'esprit. Et aussi le rôle de Olaf Scholz. Alors, moi, je doute fortement que la victoire par quelques points de pourcentage de la SPD, annonce un nouveau âge d'or des partis sociaux-démocrates, des partis socialistes. Je crois que c'était un vote autour de la personne de Olaf Scholz. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les sondages que les Allemands, même les électeurs de la CDU, comme on est convenu de dire, préfèrent Olaf Scholz comme chancelier à la place d'Armin Laschet. Donc, c'était un vote pour la personne d'Olaf Scholz, qui a eu l'intelligence de se placer comme le véritable héritier d'Angela Merkel. Et je crois que réellement, il a réussi de paraître à la majorité des Allemands comme celui qui allait continuer la politique de Merkel. Olaf Scholz, il reste tout en retenue. Il dit « Ah, c'est formidable, genre ces jeunes-là, c'est formidable qu'eux, ils vont d'abord se mettre d'accord et après, bien sûr, nous, on va venir, on va se mettre d'accord aussi. » Et il a même trouvé un mot qui m'a fait un peu sourire parce qu'on l'a beaucoup entendu dans la dernière campagne électorale en France. Nous sommes les forces du progrès. Donc, c'est l'union progressiste. Et si je devais parier aujourd'hui, je pense qu'on va quand même avoir cette coalition en feu tricolore pour l'Allemagne. Et je crois qu'on peut même avoir la surprise que ça va aller plus vite que prévu. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je remercie Michaëla de parler de la CDU. Elle a manifestement quelques difficultés avec la langue allemande, mais on peut lui pardonner. Oui, deux petites remarques sur
sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les coalitions à la française. Je me rappelle quand même très très bien ce qu'avait fait Chirac. Un jour, on bâtissait un programme gouvernemental et Pierre Méhaignerie, toujours très soucieux, centriste, d'avoir des positions au fond, dit il faudrait définir, cher Jacques, les orientations. Et Chirac lui avait répondu superbe, en lui passant une feuille blanche, t'écris ce que tu veux. C'était quand même... Et Lucie, quant à l'histoire intérieure au Verts, c'est simplement l'alignement des Verts sur la tradition socialiste française depuis l'affrontement Jules Guesde-Jean Jaurès, c'est-à-dire que le groupe parlementaire est au service du parti et pas l'inverse. À droite, ça a été longtemps l'inverse, c'était les partis n'existaient pas trop, on était au service du Parlement, et comme depuis 58-62, le Parlement n'est plus grand-chose, maintenant c'est le président qui fait tout. Donc voilà, enfin on peut pas dire qu'on ait des choses. Alors, sur les résultats, je crois qu'il faut aller moi je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Michaela, c'est-à-dire que pourquoi la CDU a baissé très sensiblement, c'est parce que d'une certaine façon, ces élections parlementaires ont été de semi-élections présidentielles. C'est-à-dire que, évidemment, Olaf Scholz était quelqu'un que les Allemands voulaient comme chancelier, beaucoup plus que mon vieux camarade Amin Laschet, que j'ai bien connu au PPE quand j'étais député européen, donc il y avait d'énormes qualités dont je n'avais pas imaginé à l'époque que cette chrysalide parlementaire pourrait devenir un chancelier en herbe, je dois en convenir. Et Olaf Scholz était effectivement quelqu'un qui était voulu par les Allemands, et donc le parti a suivi, l'intendance partisane a suivi. Sur la fabrication des coalitions, je trouve absolument inconvenant ce que j'entends en France, à savoir que c'est pas du tout démocratique, parce que les gens ont voté, et puis maintenant, les partis font absolument ce qu'ils veulent dans leur coin, etc. Et donc, toujours l'attaque contre la démocratie représentative, c'est beaucoup mieux en France. C'est pas du tout beaucoup mieux en France. En France, c'est pas 32%. 32% aux législatives, c'est un résultat qui est lui-même la conséquence d'une victoire présidentielle. En réalité, dans notre système actuel, quelqu'un qui a entre 20 et 25% des voix, qui représente 20 à 25% des exprimés, dispose, par les jeux combinés du mode de scrutin, du calendrier des parlementaires par rapport à l'élection présidentielle, dispose de 100% du pouvoir. Qu'on m'explique qu'il est plus démocratique de donner la totalité du pouvoir à des gens qui représentent 25% de la population, plutôt qu'un système où des partis qui ont à peu près 25% font effort pour constituer une majorité représentative de 50% des électeurs. Je trouve vraiment il faut avoir une singulière idée de ce qu'est le polygone de sustentation d'un pouvoir. Il faut qu'il soit suffisamment large. Bon, j'ai l'impression que Philippe trouve que je parle beaucoup trop longtemps. Ah, beaucoup trop Alors, longtemps. Je trouve que les heures, donc 60 minutes. Je dirais simplement que sur l'avenir, je crois que la coalition, nous sommes effectivement très perplexes, que c'est la langue des op, les élections allemandes pour nous. Ça peut être la meilleure ou la pire des choses. La meilleure des choses, si on s'aperçoit que les Verts reprennent l'héritage de Joschka Fischer et insistent sur la géopolitique, et en même temps impriment une dimension un peu plus keynésienne, donc un peu plus proche de nos thèses, à la politique économique, et que les sociodémocrates y consentent. La meilleure des choses, si les sociodémocrates prennent conscience également de la nécessité de transformer la Next Generation en un véritable politique économique commune, et si l'urgence climatique conduit tout le monde à avoir un peu plus de réalisme sur la question nucléaire. Et puis c'est la pire des choses, si on a une coalition dans laquelle on incarne le refus libéral d'une politique économique, de transfert budgétaire et d'une politique fiscale, le refus social-démocrate d'une Europe qui aurait été responsabilité géopolitique, et du refus vert du nucléaire. Alors là, les Français ne s'y retrouveraient pas du tout. Donc c'est en cela que la présidence française de l'Union européenne est hypothéquée, pas dans son déroulement quotidien, ça va très bien se passer, mais est-ce qu'on va recomposer un mix politique
en Allemagne qui sera compatible avec notre propre mix politique en France. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais me permettre d'ouvrir. J'ai connu à Londres un Américain fort compétent, lequel m'a révélé qu'un bébé sain et bien nourri constitue à l'âge d'1 an un plat délicieux, riche en calories et hygiénique, qu'il soit préparé à l'étouffer à la broche, au four ou en pot-au-feu, et j'ai tout lieu de croire qu'il fournit de même d'excellentes fricassées et ragoûts. Éclairé par cette information, Jonathan Swift, pour résoudre le problème de la surnatalité et des famines endémiques en Irlande, publia sa modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Celui qui, sous le pseudonyme de Casanuova, publie aux éditions Exil un livre intitulé « Authentique rapport sur la nécessaire disparition de Venise » est un disciple de Swift, mais un disciple qui soutient sa proposition avec les remarquables et substantiels arguments qui ne peuvent être que le fait d'un connaisseur intime de la cité lagunaire et de sa situation actuelle. On en jugera par le titre de certains chapitres, Une ville pour les riches, le Mosée, ce barrage qui est censé mettre Venise à l'abri de l'Aqua Alta qui ne marche jamais, le Mosée ou comment enrichir les parasites, l'invasion chinoise, il n'y a plus de cité, juste un cliché, l'empire du faux, Lascaux l'a fait. Et l'auteur d'emprunter sa conclusion à Swift, « Je n'ai en vue que le bien de mon pays, je cherche le développement de son commerce, le bien-être de ses enfants, le soulagement de ses pauvres et un peu d'agrément pour les riches. » Lucille Schmitt. J'espère que ce que je vais vous proposer sera, comment dirais-je, aussi habité que ce que vient de nous lire Philippe. Moi, je voulais parler d'un roman que j'ai trouvé assez magnifique, qui s'appelle Pleine Terre de Corinne Royer, qui est paru chez Actes Sud, et qui raconte en fait l'affaire Jérôme Laronce. Vous savez, peut-être l'avez-vous lu cet été dans Le Monde, Florence Aubenas a raconté la cavale de cet agriculteur de Bourgogne qui élevait des charolaises, et qui, en fait, s'est retrouvé, alors qu'il était porte-parole de la Confédération paysanne, poursuivi par les gendarmes pour défaut de respect des normes, et puis finalement tué par les gendarmes. Et aujourd'hui encore, il y a une action judiciaire. Ce qui est intéressant avec Corinne Royer, c'est qu'elle raconte ça d'une manière complètement habitée. Elle en fait quelque part une espèce de saga, au-delà de Jérôme Laronce, et au fond, elle nous éclaire sur cette façon dont la question agricole, moi je me rappelle quand je faisais mes études, on nous disait bientôt il y aura plus d'agriculteurs, vous verrez, etc. Maintenant, c'est complètement au centre de notre questionnement sur l'avenir de nos sociétés. Et il y a une intensité dans ce roman qui est absolument extraordinaire, parce que cette destinée en fait mythique de Jérôme Laronce, qui s'appelle Jacques Bonhomme dans le roman, est une manière de nous renvoyer à l'absence de sens qui existe aujourd'hui, et aussi à la façon dont il faut incarner aujourd'hui ces questionnements écologiques qu'on n'a pas arrêté d'évoquer pendant l'émission. Il faut les incarner, il faut voir comment il y a quelque part à changer complètement de modèle pour redonner un sens à l'humanité. En associant ça à la destinée de la paysannerie, je trouve que Corinne Royer donne enfin cette espèce d'humanisation de l'écologie qui trop souvent est uniquement scientifique ou abstraite. Michaela Wiegel. Philippe a commencé cette émission avec une éloge à la traduction. Je voudrais la poursuivre. Peut-on traduire Mein Kampf en français à l'heure actuelle? Je voulais rendre vraiment hommage au travail de titan du traducteur Olivier Manoni, qui, pendant une dizaine d'années, s'est appliqué à restituer la langue de Hitler dans sa mocheté, dans sa syntaxe détournée, et c'est devenu un livre avec des historiens qui ont mis en perspective et vérifié ce que disait Hitler. C'est devenu un livre absolument important pour tous ceux qui veulent comprendre ce qu'il représentait à l'époque. Et je trouve que finalement, l'édition Fayard a eu raison de faire cet expériment. Mathias Feckel. Une fois n'est pas coutume, je ne conseille pas un livre, mais je conseille d'aller rue des Archives, où la Galerie du Marais expose au pop-up store le squelette de Big John. Donc en guise de pop-up, c'est le squelette d'un dinosaure, plus exactement d'un tricératops géant, vieux de 66 millions d'années. Il peut être vu depuis la rue, à travers une vitrine, c'est tout à fait spectaculaire. Et il sera vendu aux enchères
dans le courant du mois d'octobre. Donc il faut jusqu'au 15 octobre courir rue des Archives pour les jeunes garçons et filles qui voudraient devenir archéologues, pour les moins jeunes qui ont rêvé devant Jurassic Park ou Indiana Jones. Vraiment, c'est très émouvant, c'est très beau et donc je conseille d'aller faire. Jean-Louis Bourlange. Oui, l'accueil, le manque de lucidité face à Mein Kampf est, je crois, parfaitement résumé dans un film de Lubitsch, Clancy Brown, dans lequel le Lord, qui est un sympathique mais complètement idiot, dit « Ah oui, ce livre qui est écrit par une sorte de boy scout, Mein Kampf ». Et bon, moi, je voudrais faire quelque chose qui est tout à fait peu convenable, c'est-à-dire vous inviter à lire le livre qui paraît en ce moment de Nicolas Bavrez, Reconstruction. Alors, je crois que c'est très intéressant. Alors, d'abord, on ne sera pas étonné que Nicolas reprend ses thèmes habituels. C'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de se répéter que de se contredire, mais il les met sous un chapeau tout à fait différent, puisqu'il replace son pessimisme ontologique, on peut dire, dans un cadre pandémique, et il relie effectivement le choc pandémique à l'ensemble des chocs pandémiques qui se sont passés précédemment. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de particulièrement intéressant, parce que c'est pas ce que dit tout le monde, c'est qu'il montre le faux diagnostic de la démondialisation. Il explique très clairement que la pandémie n'a pas ruiné la mondialisation, elle a affecté les chaînes de valeur, elle a modifié tout un ensemble de comportements, mais en réalité, la planète économique et sociale reste un tout global avec ses imperfections. Il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre, mais il montre cette réalité. Alors sinon, ce livre, il a un immense mérite pour les bavrezologues que nous sommes, c'est que nous étions habitués à un numéro d'affliction de caractère national, pauvre France, la France malheureuse, la France qui ne se réforme pas, la France qui ne se redresse pas, tout ça y est, mais maintenant, Bavrez a atteint le niveau cosmique, car c'est l'ensemble de l'Occident qui est touché par la crise démographique, par la crise démocratique, par l'inadaptation de nos technologies. Son pessimisme a enfin trouvé un terrain de jeu à sa mesure. Eh bien, avant de tirer définitivement le rideau sur l'univers, je voudrais d'abord vous rappeler que vous pouvez entendre notre bada avec Sarah Gursel sur la traduction et le sport que représente, ou en tout cas l'activité physique autant qu'intellectuelle que représente la traduction. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez nous soutenir en allant sur notre site et en cliquant sur l'onglet « Soutenez-nous ». Et puis, je voudrais remercier Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Pierre Levrel, Adrien Beccaria du studio L'Arrière-Boutique où cette émission est enregistrée et produite par Nouvelles Écoutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public et mercredi pour le 2e épisode de ma conversation avec Sarah Gursel.